Yo les amis de Kawa TV, aujourd'hui on va vous parler du patriarcat. En plus c'est trop cool, on a une nouvelle chouette à vous présenter, elle en avait gros sur la patate. Ils n'ont pas goûté à ma patate dictionnaire. Alors elle est la bienvenue, elle a plein de choses à nous expliquer et c'est super important. Salut les bolos! Bon alors c'est quoi le patriarcat? C'est chelou mais moi quand je pense au mot, j'ai une image de François Patria. Ce soir il y a une vainqueur, une femme avec laquelle j'ai travaillé et à qui je suis fier ce soir de passer le flambeau. Ouais, moi je pense surtout aux 180 femmes qui sont décédées sous les coups des hommes en 2019 et l'année 2020 est partie pour battre ce funeste record. Ça s'appelle des féminicides et il se passe pas grand chose pour lutter contre l'explosion de ces violences. Oh, ça plombe l'ambiance directe. Pour respecter nos sœurs, on n'attendra pas le 8 mars, non. Hypocrisie d'une société patriarcale. Ouais mais le patriarcat c'est pas juste des personnes isolées qui commettent des actes de violence contre leurs femmes si? Enfin moi je pensais que c'était plus global, plus systémique en fait, non? Étymologiquement parlant, ça vient du pouvoir du père, donc de l'homme. Oui, mais le patriarcat est aussi et surtout dans les structures. Ça repose pas seulement sur les individus, mais sur l'ensemble des institutions qui sont par essence patriarcales. La police, la justice, le monde du travail, la famille, etc. Ah, donc c'est la société tout entière qui est patriarcale et violente envers les femmes. Tu peux me donner un exemple s'il te plaît? Bon, admettons qu'un homme batte sa femme, qu'il l'insulte, l'harcèle, la frappe au point qu'elle en ait assez et qu'elle réagisse en décidant de le dénoncer. Ouais Eh bien, on sait que c'est l'auteur des violences qui porte des responsabilités, mais il n'est pas seul à l'être. Les responsabilités se partagent entre l'individu, l'auteur et les structures qui permettent indirectement la réalisation, l'impunité, donc la légitimation de ces violences. Et du coup en quoi les institutions elles sont violentes alors? Eh bien, je te donne 3 exemples de structures très différentes qui peuvent asseoir, encourager, voire plaider en faveur d'une inaction institutionnelle dans le cas des agressions. Eh bah dis-moi tout. La famille, d'abord, est une institution responsable au sens où elle est aussi un terreau des violences parce qu'elle permet leur reproduction. Tu sais, les fameux, c'est ton mari quand même, si tu portes plainte, tu vas lui nuire, pense aux enfants. Ah oui ok, et ensuite? La police, par exemple, se montre aussi très souvent incapable d'assurer la réception des plaintes et la justice, enfin, est loin d'être exemplaire elle aussi. Elle est la plupart du temps bien trop laxiste quant aux violences sexistes et sexuelles et encourage alors l'impunité. Ah, d'autant que le plus souvent les victimes elles sont rarement crues, tu vois. Du moins elles font face à une suspicion de mensonge, voire de responsabilité de la part des institutions. Ah ouais genre on les questionne sur la taille de la jupe ou le nombre de verres qu'elles ont bu dans la soirée, c'est ça. Mais du coup ça vient d'où tout ça? C'est peut-être naïf mais depuis quand la société se base sur des rapports de domination sexualisés dominés par les hommes? En fait ça remonte à quand que l'homme de Cro-Magnon met des torgnoles à sa femme? Bah c'est assez difficile à dire, parce qu'on manque de sources évidemment. Mais tu vois, une des raisons anthropologiques c'est la suivante. En fait ça date de l'époque où les humains sont devenus sédentaires. Donc quand on s'est installé dans des huttes et qu'on a développé l'agriculture. Absolument, tu vois, biologiquement, la nouvelle alimentation à base de céréales a modifié les organismes féminins. Le lait maternel s'est modifié, et je te la fais courte, mais en gros les femmes sont tombées enceintes plus souvent. Tu rajoutes à ça les nombreuses morts en couche depuis que l'homo sapiens s'est redressé, parce que ça a eu des conséquences sur le bassin des femmes, ces dernières sont devenues extrêmement dépendantes de la natalité, et l'homme il en a bien profité. Ah mais oui ça c'est l'instinct maternel non? Bah ouais mais tu vois, dans les faits cet instinct il a rien de naturel, il est socialement construit, donc ça veut dire qu'on peut le déconstruire. Donc le patriarcat confine les femmes à la maison quoi, c'est ça le résultat? Alors ça c'est qu'un élément partiel, parce qu'au-delà de la maison, les forces patriarcales assignent une place aux femmes déterminée par les intérêts des individus et des structures masculinistes, c'est-à-dire celles déjà existantes. Les femmes étant confinées au foyer, les hommes ont bâti la société entre eux, et évidemment ils l'ont bâti de sorte à ce qu'elle soit à leur avantage, donc le patriarcat est en fait omniprésent. Ouais, et ça concerne en fait toutes les sphères de la société, la maison et la famille, le travail et le salaire, mais aussi la consommation, l'esthétisme, le sexe, etc. C'est pour ça que le foyer domestique n'est pas le seul espace où la violence patriarcale s'exerce. Mais c'est étrange parce que tu vois, souvent ces violences, elles sont niées parce qu'elles sont invisibles, notamment pour les hommes qui s'en rendent très peu compte. Et oui, ça en fait c'est un des aspects de la violence symbolique. Pour Bourdieu, la violence masculine est l'exemple le plus incarnant de cette forme indirecte de violence. Là je te cite l'auteur. Une violence douce, insensible, invisible pour ses victimes mêmes, qui s'exerce pour l'essentiel par les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance. Ah donc le but en fait c'est de comprendre que la domination masculine et ses violences s'exercent de façon plurielle et diverse. En fait il faut prendre en compte le physique et le psychologique pour comprendre le patriarcat. Absolument, et c'est en ça que l'on constate une diversité des identités assignées aux femmes par le patriarcat et leur renouvellement. Et ouais, comme le capitalisme, le patriarcat sait renouveler ses formes de domination. Bon, je vais rien t'apprendre, mais effectivement, la position sociale des femmes, elle est souvent liée
au foyer et la division du travail domestique dans la maison, elle est loin d'être égalitaire entre les deux parties du couple. Les chiffres de l'INSEE disent que les hommes qui vivent en couple effectuent en moyenne 1h17 de travail ménager par jour, alors que les femmes, on est sur 3 heures. Ouais, mais ça dépend de l'origine sociale, non? Genre les pauvres sont plus sexistes que les riches. Parce que les pauvres campagnards, bah c'est souvent des beaufs qui battent leurs femmes quand ils sont pas au PMU ou au gilet jaune, non? Bah oui, parce que la femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. Ah bah pas du tout, puis en plus t'es méprisant. Bon, Pardon. Bah Théma, dans Housewife, Anne Oakley constate que les différences d'expérience en fonction de la classe sociale sont minimes, ce qui confirme une quasi-universalité des violences sexistes et sexuelles. Mais attends, l'assignation sexuelle, la division du travail domestique inégalitaire, elle vient pas de nulle part. Enfin c'est peut-être naturel, non? Tu veux dire que les femmes auraient un épiderme particulier qui résisterait plus à la corrosivité du liquide vaisselle? Bah moi ça me pique les mains quand je fais la vaisselle. Bah mets des gants. Bref, on connaît la force de l'éducation dans la perpétuation des rôles assignés au sexe. Dès le plus jeune âge, on inculque des réflexes genrés aux enfants. Les femmes intériorisent le fait qu'elles doivent être au service des autres et les hommes intériorisent leur place de servie par les autres, donc par les femmes. Pourtant, des rhétoriques tendent à naturaliser ces constructions socio-historiques. Ah ouais, genre quand on sort des arguments d'autorité du type c'est comme ça et pas autrement, tu sais chérie, c'est dans les gènes, y a pas de secret, puis de toute façon le four, bah je sais pas comment il marche. Donc, Oui, dans Chez Soi, sur la division du travail domestique, Mona Chollet explique qu'on justifie la subordination par une disposition innée des subordonnés. Ouais, c'est des arguments bullshit quoi. Bah ouais, comme ça c'est plus simple. Si les choses sont naturelles, il est plus tellement question de les interroger et c'est nickel pour asseoir la domination masculine. Mais en fait, c'est assez commun cette rhétorique de naturalisation des choses. Là, hop, comme ça, il n'y a plus besoin de les expliquer, c'est tranquille. D'autant qu'on peut voir comment les institutions structurent et consolident ces représentations collectives. La publicité, notamment, qui participe fortement à justifier un soi-disant rôle traditionnel de la femme, qui prépare avec amour de bons petits plats pour les autres, mari et enfants, et qui y trouve son compte. Ouais, je vois bien ce que tu veux dire, mais si ces représentations, elles tiennent toujours, c'est que finalement, les femmes, elles s'en plaignent pas trop, si. C'est plus complexe que ça. Les fondements de la domination symbolique résident dans l'acceptation tacite de la domination. C'est-à-dire que quand pendant des années, on t'a bien fait comprendre que t'étais inférieur au bonhomme, tu finis par y croire. C'est ce qu'on appelle l'intériorisation d'une position sociale. Ah, c'est un genre de syndrome de Stockholm conjugal en fait, sauf que bon, c'est pas une prise d'otage ponctuelle, mais c'est sur du très long terme. Ah, surtout que l'une des justifications de la position de la femme se trouve dans la consommation à titre domestique. Tu sais, les derniers robots Moulinex, style le speed cooker, la 1000 balles dans le téléachat tout pourri, tout ça, ça sert aussi à refouler la souffrance de la cellule domestique. Oh, mais ça, c'était dans les années 50, aujourd'hui les femmes, elles sont libres. Ah, effectivement, depuis quelques décennies, la femme, elle est relativement sortie de la maison, elle travaille de plus en plus et elle s'est émancipée de sa prison domestique. On parle d'ailleurs parfois de féminisation des secteurs d'activité professionnelle, mais ça reste vraiment très relatif. Alors du coup, on est encore dans une société patriarcale ou pas? Bah oui, car les formes d'oppression se renouvellent et lorsque les femmes se détachent d'une structure de domination, elles subissent d'autres rapports d'assujettissement, de restriction de leur identité. Et comment ça se traduit du coup? En fait, le corps de la femme subit d'autres assauts. Avant les années 70, les femmes étaient cantonnées au foyer. Avec le féminisme, elles en sont sorties et maintenant c'est leur corps qui est devenu une prison. Pour creuser ça, tu peux lire Beauté fatale de Mona Chollet ou encore Backlash de Suzanne Faludi. Du coup, si je comprends bien, toutes ces injonctions à la beauté, c'est un moyen de remettre les femmes à leur place, c'est un genre de retour de bâton du patriarcat. Mona Chollet dit qu'une fois sorties du foyer, alors que les femmes avaient gagné le contrôle de leur fécondité, la pression physique est devenue le dernier moyen de les contrôler. Courbes et plastiques sexy, minceur, peau lisse, maquillage, etc. Des impératifs qui leur font perdre à la fois de l'argent, de l'énergie et du temps. Ouais, tout à fait, tu vois, le patriarcat mute mais ne disparaît pas. En réalité, il faut comprendre que les femmes sont toujours considérées par rapport aux hommes. Tu vois, fille de, mère de, épouse de, amante de, fan de. Ça veut dire que toutes les femmes qui ne vivent pas pour les hommes, qui ne sont pas à leur service ou qui existent indépendamment d'eux, sont rejetées de la société? Ouais, et sur ce point, tu vois, Mona Chollet, elle trace une histoire des représentations autour de la figure des sorcières. Genre Sirup dans Zelda? Ouais, au Moyen-Âge, la chasse aux sorcières, elle revêt un rôle symbolique. C'est celui d'aller brûler toutes les femmes qui prétendent s'émanciper pour aller vivre seules dans la forêt et se passer de l'aide des hommes, qui vivent sans enfants et qui développent aussi des savoirs sur le corps en termes de contraception, d'avortement, de sexualité, etc. Ah ouais, le cauchemar du patriarcat quoi. Mais aujourd'hui, des sorcières, il y en a plus, si? Eh ben si, en fait, les sorcières n'ont pas disparu. Elles sont toujours perçues négativement, mais bien présentes. Les sorcières modernes, ce sont toutes ces femmes qui vivent pour elles et se sont émancipées de l'homme. La femme célibataire ou sans enfant est mal vue, c'est une sorcière. Alors que pour les hommes, on s'en fout, c'est même valorisant comme un facteur de liberté, d'indépendance, etc. Ah mais c'est la fameuse femme à chat qui vit seule, sans mari ni enfant et qui dans l'imaginaire masculin est malheureuse, dévalorisée et comble l'absence du mâle protecteur par une boule de poil.
C'est ça. Comme si une femme ne pouvait pas se satisfaire seule. On nie carrément les capacités d'autonomie de ces dernières. C'est forcément que les hommes ne veulent pas d'elles. Et à l'inverse, on refuse de comprendre leur indépendance, leur aspiration à se détacher de figures masculines oppressantes. La figure de la sorcière, elle met aussi l'accent sur la vieillesse, non? Bah ouais, Mona Chollet insiste sur les femmes vieillissantes vues aussi comme des sorcières modernes, qui sont souvent méprisées car en dehors du marché matrimonial et sexuel, c'est là que se joue toute la dimension esthétique que l'on rattache à la féminité. Mais tu me parlais de la pub tout à l'heure, c'est un bon exemple des attentes esthétiques du patriarcat, ça, non? Bah absolument, regarde les modèles prônés par la publicité. Des femmes à la plastique parfaite, mais surtout à la plastique fausse, ouais. Aujourd'hui, avec les technologies audiovisuelles et Photoshop, on crée des modèles artificiels. Instagram, c'est l'exemple parfait, gros. Plus tu retouches, plus t'as de likes. Mais ça doit créer du malheur tout ça. Bah ouais, il y a de nombreuses femmes qui se sentent mal dans leur peau à cause de ces modèles publicitaires qu'elles prennent en exemple. Elles tentent de ressembler à des chimères, mais c'est voué à l'échec, donc forcément ça frustre. La pub, elle joue un rôle de ouf là-dedans, non? Avec toutes ces superficialités. Bah ouais, ça c'est un truc de dingue, hein. Ça s'appelle le marketing de la frustration. En fait, ça consiste à associer le produit commercialisable à quelque chose d'autre, mais qui est par définition inatteignable. Par exemple, une voiture avec la liberté ou un pot de yaourt avec une nana en pyjama. Oula, mais quel rapport avec ce qu'on dit? Bah inconsciemment, quand t'achètes une voiture ou un yaourt, tu penses acheter de la liberté ou la meuf en pyjama, tu vois. Mais pour les marketeurs, un client satisfait, c'est plus un client. Il doit toujours être frustré pour revenir au produit. Donc ouais, ça crée de la frustration, autant pour les hommes qui sont désireux des belles femmes, que pour les femmes qui sont envieuses du physique idéal. Donc c'est le rapport au corps qui a évolué. Lui aussi, il subit les lois du marché. Bah ouais, hein, tu vois, notre société contemporaine, elle est ultra axée sur l'image. Ça a des conséquences sur le rapport au corps, forcément. Entre la pub, le porno, la chirurgie esthétique, les réseaux sociaux ou encore les émissions de télé-réalité. Ouais, qui ont pas grand chose de réel en plus. Bah exactement, tout ça c'est du fictif. Le corps devient un objet de consommation. Tu vois bien l'idéologie néolibérale qui a l'œuvre derrière tout ça, hein. Tout marchandisé, même le corps. La beauté devient un capital en fait. Elle offre des relations sociales sur le marché de la séduction et ça donne aussi des avantages sur le marché du travail. Et les femmes, bien plus que les hommes. Ok. D'ailleurs, en parlant du travail, là aussi le patriarcat est présent, non? Déjà, avec la tertiarisation du travail et le développement des services, il y a des injonctions à la beauté, à suivre des critères esthétiques, surtout vis-à-vis des femmes, car elles représentent 55% des emplois dans le tertiaire. Quand tu bosses sur une chaîne de production chez Fiat, tout le monde s'en cogne de ton look. Par contre, quand tu bosses dans les services et que tu as une relation client, il faut être bien habillé, présentable, faire bonne figure. Et c'est pesant au quotidien, surtout quand tu le subis. Comment ça? Le syndrome de l'hôtesse de l'air. Quoi? C'est très sérieux. En fait, les gens qui ont un emploi, qui demandent un sourire en continu, refoulent leur stress et c'est très mauvais pour la santé. Et tous ces métiers qui demandent une valorisation esthétique, évidemment, sont majoritairement assurés par des femmes, ce qui va toujours dans le sens de la marchandisation du corps féminin. Et en plus, il y a pas une histoire d'inégalité de salaire dans tout ça entre les sexes là? Oui, c'est assez connu et dénoncé sur la place publique. Pourtant, les inégalités persistent. En moyenne, les femmes sont payées 18,5% de moins que les hommes en 2019. Si tu rapportes le chiffre sur une année, ça veut dire que les femmes travaillent gratuitement à partir du 6 novembre. Ah les bâtards, c'est abusé, elles devraient même pas aller au taf en fait. Ben ouais. Travail égal, fiche de paye inégal pour femmes. C'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame. Et il n'y a pas que le salaire qui est inégal entre hommes et femmes, cotisation, taux d'emploi précaire et peu qualifié, temps partiel, chômage et retraite, d'autant plus avec le système à point qui les touche particulièrement. Mais les femmes, elles doivent se défendre un peu sur la place publique là pour dénoncer toute cette merde. Y en a pas quelques-unes qui gueulent un peu? Je suis assez dur de caractère, donc c'est souvent c'est Olivier qui se tait, qui s'écrase, c'est le cas de le dire, et de tout... Allez, Mimi! Si, évidemment, mais leur parole est minorée. Déjà, dans les médias, une étude a montré qu'elles ont 2 fois moins la parole que les hommes. Ah ouais. Historiquement, le patriarcat a consigné les femmes à l'espace privé, et pendant des siècles, les hommes ont eu le monopole de l'espace public, et donc du savoir, de la culture, du politique, etc. Et aujourd'hui, la société patriarcale a bien du mal à laisser pénétrer les femmes dans l'espace public, et d'autant plus dans la politique. Ouais, donc elles sont bien invisibilisées quoi. Absolument. Mona Chollet a une belle expression pour illustrer ça, l'horreur, une femme qui pense. À ce sujet, il y a un collectif nommé La Barbe qui dénonce la sous-représentation féminine dans les mondes économiques, culturels, politiques, médiatiques. Elles mettent une moustache et débarquent sur les plateaux pour dénoncer la moustachocratie. Et même quand elles sont présentes, il y a une assignation genrée. Ouais, de ouf. Les thèmes médiatiques sont très genrés. On observe une surreprésentation des femmes quand il est question de thèmes people, éducatifs, sanitaires, et sous-représentées lorsqu'il s'agit d'économie et de politique. Les seules fois où la parité est respectée dans les médias, c'est quand aucune compétence n'est approuvée, aucune fonction d'autorité ou de pouvoir n'est nécessaire. Ouais, mais il y a quand même Nathalie Saint-Cric, Léa Salamé, Laurence Ferrari... Et ça, c'est sûr. Mais quand c'est pour défendre le capitalisme et protéger les puissants, on se fout que ce soit des chiens ou des chiennes de garde. L'important, c'est qu'elles mordent. Magnifique. Merci beaucoup. Vous avez conscience d'être devenu un personnage de roman, finalement ?
de série? Vous savez, bon, peut-être, mais ce que j'aspire à être aujourd'hui, c'est un citoyen normal. Bon, il est temps de conclure les amis, on va nuancer un petit peu. C'est vrai que depuis plusieurs années, on a fait des progrès relatifs et qu'on tend de plus en plus à l'égalité. Mais le paradoxe, c'est que les structures patriarcales sont tellement intériorisées, tellement inconscientes et fortes, que le patriarcat ne disparaît pas. Donc le patriarcat évolue? Ouais, effectivement, selon Éric Masset, on peut parler d'après-patriarcat, dans le sens où le patriarcat se modernise, évolue en fonction de la société contemporaine. Il considère donc pas le patriarcat comme un système, tu vois, c'est plutôt des actions au quotidien, une opération de mise en asymétrie. Ah ouais, donc en fait on n'est pas patriarcal, sexiste ou misogyne par nature, ça dépend des structures sociales qui permettent ou non la réalisation des actions sexistes. Ouais. Bah, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait, ça veut dire qu'on peut encore progresser et tendre vers une société plus égalitaire déjà par nos actions quotidiennes. Ouais, mais les actions quotidiennes ne suffiront pas. Il est surtout question aujourd'hui de permettre une inédite action politique et éducative, qu'elle vienne du sommet ou de la base. C'est par la lutte, la mobilisation et la prise de conscience civique et politique que les rapports sociaux peuvent évoluer.